Le Cercle Quercenaise a le plaisir de recevoir ce soir Jean-Luc Verne, ancien DRH des groupes Sanofi, Elf Aquitaine, puis PSA, pour nous faire part de ses valeurs humaines et de sa riche expérience des négociations. Moi, j'ai deux ou trois remarques, puisqu'on parle de démocratie sociale, par rapport à la démocratie politique, pour faire simple, c'est-à-dire les partenaires par rapport aux législateurs. Il y a quand même, première des choses, une ambiguïté de la part des patrons. Ils gueulent après le juge. Ah, le juge, le législateur, qui a pris des décisions, pas conformes, ils n'y connaissent rien, ce qui n'est pas tout à fait faux. Mais s'ils veulent ne pas être soumis à la fois au législateur et puis au juge, eh bien, il faut négocier. C'est-à-dire il faut faire marcher la démocratie sociale. Ils pleurent, ils ne voient pas des négociations. Ça fait 5 ans qu'on parle de la redistribution des profits. Dassault avait dit il faut un tiers, un tiers, un tiers. Sarkozy, le lendemain, a repris ce qu'a dit Dassault. C'est une hérésie. Il ne faut pas un tiers aux actionnaires, un tiers aux salariés et un tiers à l'investissement. Tout dépend des entreprises. Si c'est de l'industrie, du service, s'il faut investir plus, enfin, non, ça ne sera pas un tiers, un tiers, un tiers. Mais néanmoins, le débat n'a pas été ouvert. Deuxième chose aussi, il faut que les DRH aient un peu plus de courage. Parce qu'ils ne mettent plus les mains dans le cambouis. Les plans sociaux, on appelle les cabinets d'avocats, voilà, ils ne négocient plus eux-mêmes. Ils sous-traitent. C'est-à-dire il faut que les acteurs, en particulier patronaux, mouillent la chaise. Il y a aussi, pour les DRH comme pour les délégués syndicaux, les patrons des confédérations et des fédérations, un vieillissement. Et la difficulté, c'est qu'il n'y a pas forcément derrière les potentiels capables de les remplacer. Alors, il y a un phénomène qu'il ne faut pas oublier, qui est quand même tout l'environnement, c'est que les entreprises, elles pensent de plus en plus mondial. Ce phénomène-là fait qu'ils oublient souvent le côté démocratie sociale au sein du pays où ils ont le siège. Elles ont beaucoup évolué, les thèmes de négociation. Dans les années 70, les négos, elles portaient sur les salaires. Il y avait 14% d'inflation. On négociait 4 fois par an. La sécurité, parce qu'il y avait beaucoup d'accidents du travail. Et les conflits du travail. Les gens débrayaient facilement. Dans les années 90, on a plutôt travaillé sur les classifications, les évolutions de carrière et les restructurations. C'était les époques, rappelez-vous, la sidérurgie, la chimie, des grandes restructurations, des fusions. Donc là, il y avait beaucoup de plans sociaux. Dans les années 2000, on s'est attaqué à des sujets sociétaux. L'égalité, la diversité, la RSE, ça, ils ont de la main-d'œuvre et des minorités visibles. C'est vraiment comme ouvrier. Dès que vous arrivez au niveau de contremaître et de cadre, il n'y en avait pas. Je me suis battu pour essayer de négocier ça, et puis pour faire changer un peu la culture, basée sur des principes simples, quand même, l'égalité, et qu'on essaie de recruter selon des compétences, et non pas selon des idées préconçues sur les qualités que peuvent avoir telle origine par rapport à l'autre. Tout ça est quelque peu battu en brèche, et surtout par les plans sociaux, vous le voyez, qui à ce moment, la crise est là, touche quand même les plus grosses entreprises françaises. Et dans les négos annuels obligatoires, bon, vous avez la durée effective et organisation du temps de travail, l'insertion et le maintien des handicapés, les salaires, l'égalité professionnelle, l'épargne salariale, si pas d'accord, tous les ans il faut le faire. Bon, tous les 3 ans, j'ai fait le CERF, etc. Ça, c'est quand même des nouveautés qui segmentent ce que vous appelez la négociation ou la démocratie sociale dans une entreprise tout au long de l'année. Depuis 2007-2008, un accord peut être signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 30% au premier tour des élections du CE ou des délégués uniques et des personnels. Alors ça, c'est important, parce que moi, j'ai connu des époques où la CFTC, qui représentait 7-8%, signait pour le compte de tout le monde. D'ailleurs, les non-signataires ont souvent été contents, parce qu'en France, contrairement à d'autres pays, aux États-Unis ou ailleurs, un accord signé s'applique que pour les adhérents de l'organisation. En France, ça s'applique pour tous. D'ailleurs, ce n'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons qui fait qu'il y a peu d'adhérents aux organisations syndicales. En France, il n'y a que 6%, grosso modo,
de Français qui adhèrent aux organisations syndicales, c'est grosso modo 4% dans le privé et 12% dans le public. Parce qu'à travers un autre problème qui est le financement des organisations syndicales, qui est un vrai problème. Celui-là aussi, ça faisait partie des négociations qui devraient être ouvertes. On attend encore. Deuxième point, il ne faut pas qu'il y ait l'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales qui ont recueilli la majorité à ces élections. Ce n'est pas le fait de dire ça a été signé par les mauvais syndicats, ils sont achetés, ici. Non, il faut faire l'opposition par écrit. C'est un acte important. Donc, le fait de faire valoir le veto, le droit d'opposition, c'est quelque chose d'important. Mais c'est nouveau si vous êtes vis-à-vis des syndicats droits. C'est-à-dire que vous dites non, mais que vous sachiez dire aussi oui, que vous êtes courageux et aussi humain, qualité de cœur, hein, voilà. Mais à ce moment-là, ils vous respectent. Il faut savoir dire non aux syndicats, mais il faut savoir aussi leur dire oui. Vous ne pouvez pas toujours leur dire que non. Mais vous ne pouvez pas aussi dire on va voir et tout. Ils disent non, mais c'est une merde, ils ne prennent plus de décision. Non, mais c'est comme c'est la fermeture d'une usine. Ah ça, les directeurs financiers, ils ont fait des calculs. Hein. La marge opérationnelle, si on ferme ça, voilà ce qu'on gagne, voilà tout, oui. Mais pour aller l'annoncer aux gars, pour monter là, sur le bidon, dans la cour, et pour dire à tout le monde, eh bien écoutez, j'ai une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas de gaieté de cœur que je vous annonce que dans 2 ans, on va être malheureusement amené à fermer cette unité. Ou en tout cas la transformer pour que ça soit plus. Bon, mais vous avez, les gars, ils ont envie de vous tuer. Hein. Alors, la négociation. La négociation, c'est coton quand même. D'abord, les organisations syndicales, elles se positionnent les unes par rapport aux autres. Chaque organisation syndicale vient avec sa déclaration. Donc souvent, il y a des choses qui n'ont rien à voir avec le thème de la négociation d'aujourd'hui. Voilà, ils plantent les banderilles en disant, de toute manière, nous le signerons, pas à moins de 4,5. On aura pris ça. Tu te mets en face et tu prends la parole en premier, parce que comme ça, tu marques vis-à-vis des autres organisations syndicales. Ça, c'est le début. Et donc, vous avez un jeu subtil de positionnement des organisations et à l'intérieur des organisations, des leaders. Et ça, c'est quand même... Ça fait partie de l'environnement de la négociation. Cette déclaration, parce qu'il se marque à la culotte. C'est pénible, ça. Et ça, c'est ce que j'appelle le CMS, là. Bon, mais je dis maintenant, ça y est, c'est fini, on va pouvoir commencer à travailler. Il y a des choses qui nous échappent. Comme à eux, il y a des choses qui leur échappent. Bon, tout se fait dans les couloirs. Les couloirs, ça se prépare, ça se discute. Il n'y a rien de mal à dire les couloirs. Moi, je n'ai jamais fait chez PSA, comme chez Ed, on démarrait les négociations salariales. Dans le mois qui précédait, j'invitais à dîner. Et on essayait, on échangeait, on essayait de voir où les uns ou les autres pouvaient aller. La question, c'est jusqu'où mon interlocuteur syndical est capable d'aller. Qu'est-ce que je dois mettre pour qu'il puisse signer? Il y a un petit jeu de poker menteur, hein, c'est évident. Mais ils vous disent des fois, non, s'il n'y a pas ça, nous, on ne sera pas en mesure. Il y a aussi un travail d'usure. Parce que, si vous voulez, quand vous avez 5 organisations syndicales, voire 7 syndicats, comme j'avais, 28 de la table. Mais vous, vous êtes seul. Seul. C'est très physique, le négo. On perd 1 kilo, hein. On touche 2 kilos, on sue, on boit de l'eau. Hein. Mais c'est très physique. Donc il y a une guerre d'usure. Il y a une guerre d'usure. Ça se fait de nuit. Pour éviter, si vous voulez, les journaux télévisés, etc. Bon. Alors, il y a depuis 3 ans, 4 ans, un truc qui perturbe. Vous n'avez pas fini de faire la phrase que l'autre, il a fait le message. Il part avec la liste type à la Confé, à la Fédé, partout. Il a le retour. Où là aussi c'est perturbé, c'est vous avez les médias. Et à la sortie de la salle de réunion, les médias sont là. Surtout, il faut préparer une petite déclaration, 3 paragraphes, 45 secondes.
Et si on pose, il ne faut pas répondre aux questions, et si on pose des questions, et on reformule toujours, même si ce n'est pas la... voilà. Les trois trucs qu'on a, les salariés, l'encadrement, vous n'avez pas sorti de la salle, vous n'êtes pas remonté dans votre bureau. Ils ont déjà une télé, et les gars disent, mais non, tu nous dis ce qu'on a déjà entendu. En fin de séance, vous demandez toujours quelle est la position des organisations. Donc rarement ils vous répondent. Vous avez du mal à connaître la position des organisations. Vous le savez dans le couloir. Après, vous les revoyez, le texte fignolé, les virgules. Bon. C'est là où ils vous disent, oui, on va sans doute signer, on réunit nos sections, on vous donne la réponse dans les 8 jours. Bon. C'est rarement ils vous donnent une position sur le film. Il faut toujours chiffrer. Combien de fois j'ai vu des gens partir à la Lego sans avoir mesuré préalablement combien ça allait coûter et combien ça allait rapporter. Si vous voulez faire des accords donnant, gagnant, il faut que vous puissiez mesurer tout ce chiffre. Une paix sociale contre une augmentation de salaire. Et voilà combien coûte l'augmentation de salaire, et puis voilà combien coûte la paix sociale. Parce que c'est pas parce que les syndicats ne signent pas que les salariés ne vont pas se satisfaire de l'augmentation de salaire que vous avez proposée. Le principal, c'est que les salariés ne les voient pas. Ça se mesure avant. C'est-à-dire, quand vous préparez vos dossiers, votre négociation, vous devez avoir différents scénarios. D'où je pars, où je vais, et combien ça va me coûter. Toujours bien réfléchir à, veut-on un accord, si ou avec qui, quels sont les risques s'il y a un échec. Il y a un point qui me semble important, c'est le renforcement de l'information des salariés sur les choix stratégiques. On le voit avec deux choses, un document unique, qui sur à la fois un certain nombre d'informations, les investissements, une base de données qui est la mise à disposition des syndicats. Le deuxième, c'est quand on va aux administrateurs salariés dans le conseil de surveillance, avec voix délibérative. D'abord, en France, on n'est pas dans une dynamique gagnant-gagnant. Très grande majorité d'accords, on améliore les droits des salariés. Très peu des entreprises. Moi je le dis, on privilégie plutôt les employés que l'emploi. Tous les accords en France sont pour les employés. Pas de plan social, on se félicite. Il n'y a pas de plan social. C'est-à-dire que pendant 4 ans, tous les gens qui partent, on les remplace pas. On privilégie quoi? L'emploi ou les employés? On a privilégié les employés. C'est 8000 emplois de moins. C'est 8000 cotisations de moins à la sécurité sociale, à l'UNEDIC, vous voyez. En France, on favorise les employés plutôt que l'emploi. La négociation, d'abord, elle est intéressante parce qu'elle produit un sens. Pour les employeurs, elle évite les tensions sociales. Et puis, pour les organisations syndicales, elle valorise leur rôle. Et ce que j'ai pu constater, c'est que les négociations sont perturbées par les changements politiques et puis par les crises économiques. Chaque fois qu'on a eu un changement de ministère, on a eu une nouvelle politique d'emploi. Mais il n'y en a pas, contrairement au Japon, contrairement à d'autres pays, un vrai ministère de l'industrie. La France a perdu son industrie par ça. Puis l'État, il est ambigu, quoi. Il est à la fois incitateur et puis il étouffe. Autre point, les salariés, excusez-moi, ils sont très éloignés des négociations. Ça leur passe par-dessus. Je ne suis pas pour le référendum, c'est la mort des organisations syndicales. Mais il se pose quand même la question, comment associer le personnel, son encadrement, etc. La simplification des instances. Quand vous avez à la fois l'EDP, CE, CHSCT, CCE, Comité France, Comité européen, Comité mondial, vous avez un empilement d'instances. Moi, je suis pour une simplification. Deuxième point, la représentativité des organisations patronales. 2008 a acté la représentation des organisations syndicales. Normalement, c'est à l'agenda de 2013, la recomposition des organisations syndicales. On a 7 grandes organisations. Vous savez, en Europe, dans l'histoire du syndicalisme, il y a eu 2 grandes tendances, les marxistes et les démocrates chrétiens. Vous le retrouvez à la fois avec la CGT d'un côté et la CFDT de l'autre.
Donc, est-ce qu'ils peuvent recomposer? Est-ce qu'une partie des faux rejoindra la CGT? Tout ça, c'est à suivre. En tout cas, le problème de la recomposition, il est posé. Le financement des organisations syndicales. Aujourd'hui, les entreprises financent, font des contrats de travail, ils détachent des gens dans les FED, dans les CORFED. Les caisses de retraite, les mutuelles, ils en financent pas mal. Tout le monde met le truc au pot, mais c'est pas très simple. Que moi, je crois qu'il faut trouver une forme de financement par rapport à l'audience. C'est quand même plus clair, comme pour les députés, si à chaque salarié qui se déclare adhérent, il perçoit 10 € par adhésion, enfin, je ne sais pas moi, le syndicat perçoit, c'est clair. Vous avez un syndicat très fort, ou au contraire des syndicats très divisés et pas forcément aptes à discuter avec vous. Est-ce que vous essayez d'avoir une influence pour recomposer, restructurer ce paysage syndical? Est-ce qu'on peut influer? Oui. Mais moi, j'ai toujours été pour avoir des syndicats forts, représentatifs. Parce que vous avez besoin, parce que le drame pour un DRH ou pour un directeur, c'est qu'il n'y ait pas d'interlocuteur. Mais il ne faut pas faire des syndicats, il faut avoir des syndicats représentatifs. La CGT, elle représente quand même une grande tendance des salariés. Donc, il faut se battre avec les armes, avec elle, en lui disant non, ça on peut, ça on ne peut pas, voilà. Mais pas faire un martyr, on ne tape pas dessus. Je voudrais revenir sur l'évaluation du coût des négociations, ce que vous gagnez, ce que vous allez dépenser. Et en particulier, vous avez dit que c'était très important d'évaluer le coût de la paix sociale. Comment est-ce que vous feriez dans une entreprise, par exemple, de service, un peu plus petite ça n'a pas l'air très facile comme ça d'évaluer le coût de la paix sociale. Quand les gens ne sont pas bien, vous avez une reconnaissance des accidents du travail, des arrêts de travail, et vous avez une baisse de la qualité produite. Si on veut bien produire en qualité, donc gagner des fruits, il vaut mieux que les gens se sentent bien. Alors c'est une de la palissade. Avec les innovations qui posent, notamment le vote délibératif dont vous avez parlé et l'information faite aux représentants sur la santé de l'entreprise, est-ce que vous pensez que ça peut amener à responsabiliser les syndicats ou est-ce qu'on ne sortira pas justement de la culture et les pratiques que vous avez présentées? J'ai tenté 2 expériences dans ma vie. Une, c'est pas moi qui l'ai tenté, c'est le patron de Sanofi, qui, au comité de groupe, avait dit chaque fois qu'on va fermer une usine, on vous l'annonce 4 ans à l'avance. Quand vous attendez que votre boulot il va être supprimé même en 2016, ça vous fait un petit choc. J'ai fait cette expérience. C'est un petit élément de la stratégie. C'est la politique industrielle, un petit élément. Ça a pas mal marché. Dans l'accord GPEC que j'ai signé chez PSA en 2007, il est prévu entre autres dans ce chapitre 1 la mise en place d'un comité stratégique. C'est difficile pour des syndicalistes aussi, qui n'ont pas été toujours formés, d'approcher tous les éléments. Si on ne vous a pas formé au rouage de la finance, vous aurez du mal à comprendre. Pareil sur la fiscalité, pareil sur un certain nombre de choses. Si on forme, si on informe, ça va amener à avoir des interlocuteurs de même niveau. Et eux-mêmes, ils prennent conscience. Moi, on a souffert d'un manque de politique industrielle en France, parce que je peux vous dire qu'une industrie, quand il y en a, ça donne du sens à un pays. Le dialogue social, il est fait à la fois de la volonté qu'on ait chacun, et puis de cet environnement qui pèse à la fois aux différents partis et qui fait que c'est réussi. Et merci de votre attention.